Là, on monte en voiture. Reportage. TVRGV. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de la saga Citroën. Cet épisode va se dérouler en deux parties. Dans cette première partie, nous évoquerons l'histoire des modèles 8, 10 et 15 qui, grâce à César Marchand, vont se prénommer Rosalie et ce prénom restera dans la mémoire collective. Puis, dans une seconde partie, nous évoquerons les modèles qui ont été construits à partir d'une base 8, 10 ou 15 et nous ferons un focus sur une voiture bien particulière. Cette voiture est la propriété d'Éric Godefroy, notre passionnant et passionné citroëniste qui est toujours avec nous aujourd'hui. Mais revenons à l'histoire des 8, 10 et 15. La B14 n'est plus produite et les C4 et les C6, première Citroën avec un moteur de 6 cylindres, sont sortis d'usine. Nous voici donc en 1932 où nous rejoignons Eric qui nous parle de la naissance d'un nouveau mythe. Je vous retrouve à la fin de ce reportage car les voix off que vous entendrez entre les présentations d'Eric sont des extraits sonores d'archives. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur en Citroën d'avant-guerre, qui est sorti au tarif de 32 à 1934. On parlait des 8, des 10 et des 15. Alors, en 8 chevaux, on avait plusieurs types de carrosseries, de torpédos, des berlines, des voitures utilitaires, on avait tout ce qu'on voulait. Donc il y a eu des 8 chevaux qui étaient livrés pour 90 km/h, qu'il ne faut surtout pas tenir. Et c'était une voiture qui est sortie en toute carrosserie confondue autour de 32 000 exemplaires, de 1932 à 1934. Et il y a eu une mode à l'époque, c'est sur les petits châssis de la 8 chevaux, on mettait un moteur un peu plus important, la 10 légère, sur un châssis de 8 chevaux avec un moteur de 10, au lieu d'avoir une cylindrée de, je sais plus, d'un litre 5, on va passer à 1 litre 7, on garde le même châssis. Et là, on va arriver à la 10 légère de 1932 toujours à 1934. Et si on prend à peu près des chiffres de mémoire, on va se retrouver tout confondu aux alentours de 29 à 30 000 exemplaires en 10 légère. Encore dans la gamme, la 10 normale. Oh là, c'est compliqué tout ça. Alors, normal, c'est le contraire de léger, dans le terme Citroën. C'est sur le gros châssis. On met toujours le moteur de 10 chevaux, qui peut rouler, lui, pour arriver à 110 km/h, 100 km/h. Bon, c'est surtout la vitesse affichée, c'est pas la vitesse à laquelle il faut rouler, parce qu'après il faut freiner. Une voiture intéressante, donc, qui a été déclinée dans énormément de carrosseries. Puisqu'on a fait la 8, la 10 légère, la 10 normale, on va parler des 6 cylindres, qui sont la suite des premières 6 cylindres des C6 de 29 à 32. Donc à partir de 32 jusqu'à 34, il y a eu des 15 6 cylindres. C'est un moteur de 2 litres 650 qui fait donc plus de 250 cm3 de plus que les C6 précédentes, 6 cylindres, toujours au boîte de 3 vitesses. Et ces voitures-là ont existé encore en 15 légères, à châssis beaucoup plus court, beaucoup plus facile à manier, avec une grosse mécanique, 120 km/h. Alors, j'ai pu rouler là-dedans. Ce que je peux dire, c'est que cette voiture avait une tendance hyper sportive. Compte tenu de l'empattement, la tenue de route était... fallait mieux pas rouler à 110, d'accord. La tenue de route n'était pas très avantageuse. Nous avons après la 15 large, donc sur un gros châssis de 10 large, rallongé pour mettre un 6 cylindres, IP de 3 vitesses, il n'y a pas de 4 vitesses, il ne faut pas rêver. Petite amélioration, soi-disant énorme pour l'époque, c'est que la deuxième est synchro. Qui est montée dedans, tu as vu qu'il faut quand même la chercher. Bon, enfin, disons qu'elle est à peu près synchro. Les freinages sont du style de la B14, donc on ne peut pas dire que ce soit un freinage extraordinaire, frein à câble. Mais attention, je ne démolis pas Citroën, on est tout à fait dans l'époque, bien avant les freins hydrauliques. Donc je veux dire, je suis dans les normes. Mais cette utilisation était logique à l'époque. 1, on n'avait pas d'autoroute. 2, il y avait moins de voitures sur les routes.
3, on ne roulait pas comme des cinglés. Donc tout ça, c'était tout à fait possible et admissible pour l'époque. Cette 15, il y a eu donc les 15 légères dont j'ai oublié de te parler, il y en a eu à peu près, très peu, 2700, 2750 15 légères en 6 cylindres, et sur les 15 normales qui tenaient un peu plus la route, plus large, beaucoup plus compact. Là, les chiffres à 100 près, ça peut être délicat, mais je pense qu'on devrait tout confondre aux alentours de 5500 à 5600 modèles. Si je fais l'addition de toute la gamme 8, 10 légères, 10 normales, 15 légères et 15, toutes carrosseries confondues, on va trouver une variante entre 85 000 et 90 000 exemplaires, tout confondu. La boîte de vitesse dans la main, ça va. Une 8 chevaux Citroën de série, petite Rosalie, a parcouru sur l'autodrome de Montlhéry, à plus de 93 de moyenne, 300 000 km en 134 jours, ce qui représente près des 4/5 de la distance de la Terre à la Lune. La petite Rosalie est ici. Ici, on a un bidon qui représente les 300 000 km de la petite Rosalie. On l'a arrêtée parce qu'elle n'était pas morte, sous un contrôle de l'Automobile Club de France. Donc attention, hein, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et ce bidon relate cette voiture bleue qui est une 8 chevaux de série, qui a été transformée par Yako, des huiles Yako qui existent toujours d'ailleurs. Et ça fait la légende de la Rosalie. Citroën était tout à fait contre ce type de publicité dont il ne maîtrisait pas le succès ou l'échec, si jamais la voiture se cassait la figure. Oui. Et donc, Citroën, au départ, avait fait la sourde oreille. C'est Yako qui a payé la voiture. Ils se sont débrouillés d'aller chercher un châssis. Et puis, quand on entendait sans arrêt tourner cette voiture et qui ne tombait jamais en panne, Citroën, qui était loin d'être un idiot, il s'est dit, mais il y a certainement quelque chose sur le plan marketing à tirer. Et finalement, Citroën prend la parole et dit une chose extraordinaire. Je relève le défi pour tout constructeur français, concurrent, qui puisse faire avec une voiture de série, sortie de sa chaîne, sous le contrôle de l'Automobile Club de France, parcourir les mêmes enjeux, les mêmes choses que la petite Rosalie. Et je crois qu'à l'époque de mémoire, hein, je te parle tout de mémoire, c'était 1 million de francs. Je ne sais pas comment il aurait fait pour les donner, parce que la caisse était déjà vide, mais personne n'a relevé le défi. Ce qu'il voulait faire voir quand même, c'est d'un petit coup comme ça de pub, il en a fait une pub extraordinaire, il a énervé tous les autres concurrents qui n'étaient pas capables de le faire. Ça, c'est en quelle année ça ? 33. 33, d'accord. Donc juillet 33. Alors pourquoi on l'a appelée Rosalie ? C'est très amusant aussi. Parfois, on sort un mot, César Marchand, on appelait ma petite Rosalie, la voiture. Et puis les gens ont dit, bah oui, pourquoi pas. Et ils ont écrit la petite Rosalie dessus. Et c'est devenu, comme elle a eu des succès, la presse en a parlé, le journal Illustration et tout ça, à un moment donné, on s'est dit, c'est la petite Rosalie. Et donc aujourd'hui, quand on présente une Rosalie Citroën au public, une 8, 10 ou une 15, les gens, pour eux, c'est la petite Rosalie. Dans les années 20 et 30, Citroën va aller d'invention en invention à tous les niveaux. Il est par exemple le premier à éditer des revues techniques sur ses modèles. Concernant ses véhicules, André Citroën, toujours à la recherche d'un meilleur confort, adopte en 1932 un brevet français vendu à Chrysler, le moteur flottant, qui consiste à monter la mécanique sur cylindre bloc. Alors, un moteur qui flotte, ça peut être symbolisé par quoi ? Un oiseau qui flotte. Un oiseau qui flotte, un cygne. Comme à Pierre-Louis, c'est lui qui est un illustrateur qui a pensé à ça. Alors, ce moteur flottant, Floating Power. Pourquoi un moteur flottant ? Le moteur flottant, ça consiste, c'est une idée géniale, c'est sur le berceau moteur de mettre en équilibre par des cylindres blocs, en gros caoutchouc renforcé. On va prendre l'équilibre qui va permettre à mon moteur d'osciller
Je dis bien d'osciller, en fonction du moteur, osciller. Au lieu de faire clang, 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 et de transmettre tout le bruit au châssis, ce même moteur-là va être indépendant du châssis parce qu'il va être soutenu par des cylindres blocs qui vont lui permettre de flotter. D'où le moteur Floating Power, parce qu'à l'époque, ça faisait très bien de parler anglais. Donc le moteur flottant. Ici, je sors un signe qui est un bouchon de radiateur, qui était un accessoire à l'époque, qui n'était pas vendu par Citroën, mais vendu peut-être par les concessionnaires ou les accessoiristes, qui ont bien symbolisé la douceur de fonctionnement de son moteur qui est isolé du châssis par ce même principe. Ça, c'est vraiment pour moi encore un progrès que Citroën a mis, que les autres n'avaient pas fait. Poursuivant dans ce sens, la marque Citroën lance en 1932, avec la nouvelle gamme Rosalie, la carrosserie monopièce. Il ne s'agit pas encore d'une structure véritablement monocoque, mais l'ensemble des panneaux latéraux sont pressés d'une seule pièce, ce qui constitue une formidable innovation dans le domaine de l'emboutissage. La rigidité de la carrosserie s'en trouve évidemment accrue, et Citroën n'hésite pas à effectuer des démonstrations spectaculaires pour le prouver. Pour valoriser la 8 chevaux Citroën, pour faire voir ce que c'était que la tout-acier, André Citroën a fait monter un autocar Citroën sur le toit de la Rosalie, une 8 chevaux, avec, je ne sais plus, 20 ou 40 personnes à bord. Et c'est un film qui est fait, qui existe, et c'est pas truqué. Et la voiture n'a pas bougé. Et les portes fermées. Ouais. Bon, ce qui veut dire que la tout-acier sert à quelque chose. De telles inventions s'accompagnent logiquement de coûts de production plus élevés, les techniques de fabrication et les machines-outils étant de plus en plus perfectionnées. Malgré le succès considérable de ces automobiles, André Citroën s'endette d'année en année pour améliorer sans cesse. Les effets de la crise économique de 1929 commencent néanmoins à avoir des répercussions dramatiques sur l'ensemble de l'industrie. En 1932, la production chute de moitié et Citroën est contraint de licencier massivement et d'effectuer des contrôles draconiens sur les finances. Ce qui ne l'empêche pas d'agrandir à grands frais le site de Javel en 1933, emporté par un enthousiasme et une mégalomanie aveugle. Continuellement animé par l'envie d'aller toujours plus loin dans l'innovation et d'avoir plusieurs longueurs d'avance sur la concurrence, Citroën lance en 1933, contre l'avis des financiers, l'étude d'une automobile révolutionnaire à tout point de vue. Cette voiture, à peu près 85-90 000 exemplaires. Citroën, quand il a lancé cette gamme, avait un objectif bien supérieur. Le problème, il va arriver une crise en 29 aux États-Unis qui arrive un peu plus tard en France, 30, 31, 32. 32, on est en plein dans la Rosalie, on est en plein dans un renouvellement de gamme. Cette voiture plaît, mais elle va coûter trop cher à fabriquer parce qu'il est tombé dans un excès André Citroën. Au début, il voulait faire un peu comme Ford avait fait son Ford T. Et tout d'un coup, il s'est laissé entraîner, c'est pas méchant ce que je veux dire, par ses amis, aussi les femmes, les copines, les amis de sa femme qui disaient « Ah bah moi j'aimerais bien une voiture jaune et verte, verte et rose ou arrangée comme ça, etc. » Dès qu'on quitte la chaîne de production, on ne maîtrise plus nos coûts. Et là, la Rosalie, 78 variantes, j'ai mis un an à m'y retrouver à l'époque pour retrouver tous les tarifs, les options possibles. J'ai jamais vu ça sur 2 ans, 78. C'est peut-être même 80 avec les versions anglaises. Bon, enfin bref. Donc, plus on va diversifier notre offre, plus on va garder les modèles de base, la 8 chevaux, toute bête, la 10 chevaux, etc. Mais plus on va aller dans les carrosseries spéciales, plus on va aller dans les teintes, plus on va aller dans les possibilités d'options, moins on va en fabriquer, et ça va être de la fabrique sur mesure, au même titre que de là je l'aurais fait ou voisin, pas au même tarif. J'essaye modestement d'expliquer qu'on était déjà des créances énormes, qui n'étaient pas encore payées, et qu'on a voulu faire plaisir en diversifiant, ce qui n'était pas le problème d'André Citroën. Le problème, c'était de mettre la France sur 4 roues. Ça, c'est personnel, ce que je dis, étant un défenseur que tu connais de Citroën. Il y a une deuxième chose qui est peut-être une erreur marketing. Citroën a mis le marketing en place automobile. Peut-être une erreur qui a été faite courant 33. Il a annoncé la future voiture, on allait casser l'usine, qu'on faisait casser l'usine parce que nous allons avoir une voiture qui a 20 ans d'avance.
Et c'est vrai, la traction, elle va avoir 20 ans d'avance. Mais il faut se mettre à la place du concessionnaire qui se dit, est-ce que je vais vendre une Rosalie qui sera désuète dans 6 mois? Parce qu'au départ, on pensait que c'était 6 ou 8 mois, alors que la traction n'était pas au point, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des commandes qui devaient se faire en 8, 10, 15 Rosalie qui ne sont pas faites, en disant, même le concessionnaire, se sont dit, Bobonne, on va attendre un peu, on va voir ce qui va se passer. Si bien que les commandes qui étaient prévues ne sont pas terminées, donc ce qui a allongé encore le coût de fabrication et les créances. Citroën se dit, c'est pas grave, parce que j'ai une voiture révolutionnaire, les créanciers vont pouvoir attendre. Oui, mais cette voiture est arrivée un peu plus tard que prévu, mais surtout pas au point à l'époque où elle est sortie. Ce qui est bien que là, les banques n'ont plus fait confiance, parce qu'ils se sont dit, bon, c'est pas possible, et on va faire la fête. Nous voici à la fin de cette première partie du 3e épisode de la saga Citroën.